les, sont les hommes qui soutiennent les femmes. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, bonsoir à tous les collègues qui sont connectés, d'où qu'ils soient connectés. C'est un grand plaisir d'être à nouveau avec vous pour cette deuxième session STEM Gender Equity and Leadership. Alors, STEM, c'est pour Sénégal, mais ça peut être aussi votre programme Gender Equity and Leadership. Donc, à tous d'être là. Nous allons commencer la session dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord donner la parole à nos collègues qui sont connectés pour qu'ils se présentent. Ce serait bien que les caméras soient ouvertes. Je vois qu'il y a Dieudonné Ouedraogo. Bonjour Dieudonné. Dieudonné, votre micro est fermé. Habiba Tundiaye. Bonjour. Je pense qu'on s'est déjà salué Dabré. Mohamadé Dabré. Vous êtes connecté. Oui, bonjour. Vous êtes du Niger, c'est ça? Non, de Burkina Faso. Vous êtes du Burkina, pardon. Je ne Oui. reconnais pas tous les noms. Merci d'être avec nous. Ok, merci. Pardon. Sénégal, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont connectés avec nous. Nous allons maintenant donner la parole aux dames, en commençant par professeur Aïda Sadiq. Est-ce que vous nous entendez? Aïda Badiane. On vous entend. Bonjour, professeur Alimato. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Professeur Merci. Fatsamba Ndiaye, la grande sœur. Bonjour Alimatou, bonjour professeur Alimatou. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter au moment voilà, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous êtes? Je vois qu'il y a Hélène. Oui, professeur, allez-y. D'accord. Alors, je me présente, professeur Fatou Samba Ndiaye, chef du service d'hématologie clinique au niveau de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Par ailleurs, je suis la présidente de l'association des femmes médecins du Sénégal. J'ouvre ma caméra pour que les gens voient mon visage en attendant que je me gare et que je sois plus présentable. Voilà, Alimatou. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, on avait eu professeur Aïda Silla. Je ne sais pas si vous êtes encore là, professeur, si vous nous entendez. Oui, je suis bien là, Alimatou, même si je n'ai pas ma caméra, je vous suis en ligne. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais invité aussi les professeurs Aram Ndoye de la faculté de droit, Leïna Ngom de la faculté de lettres aussi. En fait, Aram s'est déplacée, elle pensait que c'était en présentiel, mais là, elle va se connecter. D'accord, merci beaucoup, professeur Aïda Silla. Elle est la directrice des affaires sociales et du genre au niveau de l'UCAD. Nous avons Hélène qui est connectée. Hélène Maritza. Hello, Hélène. Buenos días a todos. Los saludo desde El Salvador, del Hospital Nueva Concepción en Chalatenango. Un gusto estar con ustedes en la sesión. Hélène, sorry, my Spanish is not good, so buenos días. En tout cas, bonjour et merci d'être avec nous. Je vois aussi Abibatou Ndiaye. Abibatou, votre micro... Ah non? Votre micro est fermé. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Abibatou? Non, votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Oui. Bon, ça passe pas. Sinon, nous avons le professeur Luis Fortes
Professeur, est-ce que vous nous entendez? Professeur Louise Fortes. Donc, je suis infectiologue et je travaille au service des maladies infectieuses de l'hôpital d'Al Jam. Et voilà, je suis enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous aujourd'hui. Seynabou Diop. Alors, désolée, je n'ai pas les titres des collègues qui sont connectés. Donc, il y a ceux que je connais bien. Il y a professeur Diagne de Diamniadio. Bonjour, professeur. Je ne sais pas si votre... Oui, voilà. bonjour. Bonjour, professeur Alimatou. Bonjour à tous. Voilà, je suis professeur Ramatoulaye Diangue. Je suis pédiatre et enseignant-chercheur à l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Je travaille à l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Merci Merci. beaucoup, professeur, d'avoir pris de votre temps pour venir rejoindre ce groupe qui est le vôtre, Sen Gender Equity and Leadership, qui est un groupe de partage sur le leadership des femmes. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là. Je ne sais pas s'ils veulent apprendre de nous ou s'ils veulent nous donner d'autres conseils. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Paul Martial. Oui, allô? Oui, bonjour Paul. Bonjour. Je suis Olé Paul Martial, point focal CTD, en service à la délégation régionale de la santé publique du Sud au Cameroun. Merci. C'est un Merci plaisir beaucoup. de prendre part à cette rencontre, Merci. bien Nous vous qu'elle soit, souhaitons bienvenue à cette session. C'est bien la qu'elle deuxième soit session. inactive. Astoufal, nous avons Astoufal, nous avons Rokhaya Cissé. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire un mot? Oui, ce que vous êtes, ce que vous faites? Ah, professeur Bonjour. Sorti. Oui, bonjour. Bonjour, Jess. Oui, moi, c'est Jess Basumba Mimi de la RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Je suis médecin urgentiste du Programme national des urgences et actions humanitaires dans l'enceinte de la clinique à Lima. Nous avons comme prérogative de nous occuper de toute urgence, toute forme, ainsi que catastrophe au sein du pays. Et je suis ravie de participer dans cette séance encore une fois. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Professeur Sornaba. Bonjour, cher maître. Votre micro est fermé, professeur. Seydina, est-ce que tu peux l'aider à ouvrir son micro, peut-être? Professeur Sornaba, Sornaba. Le micro est fermé. Professeur, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous... Non, on ne vous entend toujours pas. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les collègues. Je vois qu'il y en a qui sont connectés via le chat, qui envoient des messages, pardon, via le chat. En tout cas, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet. C'est notre deuxième session écho sur le leadership des femmes. Et j'ai la chance aujourd'hui et pour toutes ces sessions, celles qu'on va dérouler, d'être avec Maïmouna Diop, qui est coach en développement personnel et professionnel. Maïmouna, je vous laisse saluer nos amis qui sont connectés. Oui, professeur Alimatou, merci pour la parole. Et j'en profite vraiment pour saluer tous les professeurs, les docteurs, les mesdames, les messieurs qui sont là. C'est vraiment la magie de Internet, hein, de voir que on a des personnes dans tous les coins du monde. Donc vraiment, c'est extraordinaire quand même Internet et on va vraiment profiter de cet outil magique.
Alors, je suis Maïmouna Diop, je suis coach professionnel et personnel et directrice du cabinet Humanity Progress, qui est un cabinet qui existe depuis plus de 10 ans et qui donc accompagne les entreprises dans tout ce qui est coaching. Voilà. Merci beaucoup, Maïmouna, d'avoir accepté de nous accompagner dans ce challenge, je vais dire, qui est d'organiser des sessions de partage sur le leadership au profit des femmes qui sont déjà des leaders. Mais l'idée, justement, c'est de partager, c'est que chacune d'elles puisse partager son expérience et nous dire comment elle a pu gérer peut-être, comment elle a pu surmonter certains challenges de sa vie professionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à allier tout ça avec nos responsabilités familiales dans le contexte culturel que nous connaissons, qui est très prenant, le contexte sénégalais, mais j'imagine que c'est la même chose en RD Congo. C'est pour ça qu'on est heureux d'accueillir tous nos collègues qui sont aujourd'hui connectés. Pour cette session, nous allons donc discuter des styles de leadership. Seydina, est-ce que vous avez le housekeeping? Vous ne l'avez pas? D'accord, je vais vous le partager. Seydina Lang, c'est parti. Donc, cette deuxième session va parler des styles de leadership. Alors, nous avons quelques règles. Nous sommes sur une plateforme Zoom. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse échanger. Et pour mieux échanger, l'idée, c'est qu'on puisse se voir. Donc, n'hésitez pas, quand vous prenez la parole, à ouvrir votre caméra. On aimerait aussi que, bien sûr, les micros restent fermés quand vous ne prenez pas la parole. En attendant donc que vous puissiez à un moment ou à un autre intervenir. Seydina, c'est bon? Vous n'avez pas le housekeeping? Maïmouna, vous pouvez peut-être partager votre présentation. Je sais que vous avez l'agenda qui est dessus. Oui, tout à fait. Donc, sans tarder, je vais partager. Merci. Maïmouna, vous y arrivez? Vous arrivez à partager votre écran? Oui, là, il est en train de prendre le partage. Donc, je vais essayer de mettre en plein écran. Voilà. Nous ne l'avons pas encore. Ah si, c'est bon, c'est parfait. C'est bon, vous l'avez? Oui. Donc, on va aller direct. Peut-être juste avant que vous ne... Je vais rappeler quand même les règles de cette session. C'est que la session, elle est enregistrée. Et donc, votre présence ici signe aussi que vous acceptez que cet enregistrement soit fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner la... Vous avez le housekeeping? Maïmouna, vous pouvez arrêter le partage 2 secondes. D'accord. C'est finalement le housekeeping. Désolée. I'm sorry. Pas de souci. Voilà. C'est les inconvénients du direct. On ne contrôle pas toujours tout. Ah, il y a Ousmane Niabali qui est connecté depuis la Guinée. Bonjour Ousmane. Le micro est fermé aussi. Professeur, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Parce qu'on était bon ici. Voilà, donc l'agenda de la session, on a déjà fait la présentation des participants.
J'espère que vous voyez l'écran. Donc, après une petite introduction, il y aura des cas pratiques, en tout cas des témoignages vous seront demandés par rapport au style de leadership. Puis Maïmouna va faire une présentation qui sera suivie d'une séance de discussion. Diapositive. Voilà, donc les règles, hein, fermez votre micro, essayez de garder la caméra allumée, en tout cas ouverte autant que possible. Voilà, nous espérons tous que nous aurons un débit Internet suffisant, ce qui des fois peut ne pas être le cas. Si vous voulez lever la main, vous pouvez le faire directement en juste levant la main comme ça ou en utilisant les fonctionnalités de Zoom. D'accord? Voilà. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas, il y a le chat. Vous pouvez nous contacter, on a un qui est là, connecté avec nous, qui peut vous aider via Zoom. La suivante. Voilà, alors, normalement, il y a des certificats de participation qui pourront être délivrés, mais ça va être à la fin de cette session, de ces sessions de formation qui vont. Donc, on va arrêter le partage. Voilà. Donc, ça, c'est le QR code. Voilà, vous pouvez rejoindre en cliquant sur ce QR code ou en cliquant sur le lien qui est partagé dans le WhatsApp. Merci. Et je vous cède la place. Votre micro est fermé, Maïmouna. Oui, voilà, j'ouvre le micro. Donc, je partage à nouveau mon écran pour faire une petite introduction. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, 5 sur 5. Très bien. Donc, on peut commencer. Alors, c'est juste que je n'arrive pas à dérouler. Attendez. Ah, c'est bon. Alors, on va revenir sur le leadership, juste pour faire une petite introduction. Lors de la première session, on avait défini le leadership comme la capacité à influencer, fédérer et diriger un groupe de personnes pour atteindre des objectifs. Et ce que je souhaitais surtout ici, c'est vraiment d'attirer votre attention sur le fait que très souvent, quand on nous présente des leaders, on nous présente des leaders confirmés. Donc des personnes qui ont eu un parcours extraordinaire, qu'on se représente souvent comme des personnes hors normes, hein, avec des qualités exceptionnelles et qui ont fait de très, très grandes choses. Et on oublie souvent que ces leaders confirmés, avant d'être des leaders confirmés, ont aussi été des leaders juniors. Hein. Il y a toujours un point de départ, par où on commence. Et petit à petit, on va s'améliorer, on va grandir et on va arriver à un certain niveau. Donc, c'est exactement pareil hein, au niveau, si on prend n'importe quel, dans le domaine sportif, hein, qui est un exemple, d'abord, on ne devient pas du jour au lendemain un sportif exceptionnel. Hein. On commence d'abord à un certain niveau et petit à petit, voilà, on va grandir, on va se fortifier jusqu'à pouvoir atteindre des résultats exceptionnels. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on a souvent ce mythe que le leader est un être hors norme et du coup, ça peut même être un blocage dans le sens qu'on se dit, il va nous être très difficile de pouvoir devenir nous-mêmes un leader. Alors que lorsqu'on commence à regarder le leadership à partir de son point de départ, alors en ce moment-là, on se sent... on se rend compte que finalement, le leadership est à la portée de tout le monde et que tout le monde peut devenir un leader. Donc déjà, si on prend le point de départ, on peut dire tout simplement que faire preuve de leadership, c'est développer sa capacité à influencer positivement son entourage et son environnement.
et qu'on peut tous faire preuve de leadership au quotidien. D'ailleurs, je pense qu'on a tous déjà eu à faire preuve de leadership dans son quotidien. Je ne connais pas une personne qui peut me dire qu'elle n'a jamais de sa vie fait preuve de leadership dans son quotidien. En tout cas, ce serait extrêmement difficile. Alors, quand on parle de leadership au quotidien, c'est déjà d'essayer de développer un esprit constructif, orienté solution, c'est-à-dire au lieu de voir toujours les problèmes dans les choses, c'est d'essayer de voir les choses comme elles sont. Et quand on sent que quelque part ça bloque, réfléchir toujours sur, tiens, comment est-ce que je pourrais débloquer cette situation-là? Cultiver le sens de l'effort pour obtenir de meilleurs résultats. Nous savons tous que sans effort, il est très difficile de pouvoir obtenir des résultats probants. Et aussi entretenir de bonnes relations avec les autres. Puisque le leadership aussi, c'est l'impact qu'on a sur les autres. Et si on n'a pas de bonnes relations avec les autres, il va être très difficile de pouvoir faire preuve de leadership dans un groupe. D'ailleurs, on peut même voir que vous pouvez voir, par exemple, dans un service, on peut avoir le chef de service, mais vous pouvez avoir des gens parfois dans le groupe qui font preuve parfois de beaucoup plus même de leadership que le chef de service à proprement dit. Donc, le leadership n'est pas seulement réservé à des titres, hein, c'est avant tout, surtout, des attitudes, des comportements. Et ce sont des attitudes, des comportements qui sont parfois difficiles à mettre en place au début, hein, comme toute attitude qui est, chaque fois que nous mettons en place un comportement auquel nous ne sommes pas habitués, ça va demander beaucoup d'efforts pour que petit à petit, ce comportement, nous puissions en faire un automatisme. Ça veut dire que nous devons lutter contre nous-mêmes. Hein. Au début, nous devons faire certains efforts. Et puis, avec le temps, petit à petit, voilà, c'est comme un programme. Ça va devenir un programme qui va faire partie de nous et ça va devenir une attitude, un comportement. Donc voilà, l'idée vraiment ici, c'est qu'on s'entraîne, quel que soit notre titre, quelles que soient nos fonctions, qu'on s'entraîne dans notre quotidien à faire preuve de leadership. Et ce sont tous ces petits pas qui vont faire qu'à un moment, on va se rendre compte qu'on a pu faire de grandes choses, qu'on a pu transformer un certain nombre de situations. Et c'est ça qui va nous amener aussi petit à petit à devenir un leader, une leader. Alors, parce que l'idée dans cette plateforme, hein, c'est que ce soit surtout vous qui prenez la parole. Moi, je suis là pour faciliter un peu, disons, et puis bon, apporter peut-être quelques éléments. Mais l'idée vraiment, c'est que vous puissiez vous enrichir avec les partages, les expériences des uns et des autres. Alors, on va vous demander justement à certains d'entre vous de bien vouloir partager avec nous des situations dans lesquelles vous avez eu à faire preuve de leadership. Et même considéré comme un début, en tout cas, c'est déjà un acte de leadership de partager. Parce que très souvent, on se rend compte que les gens sont souvent bloqués. Pourquoi les gens sont souvent bloqués? À cause du regard de l'autre. Beaucoup de gens ont envie de faire de grandes choses, ont de très bonnes idées, parfois même juste envie de partager certaines expériences, mais ils se demandent toujours comment ça va être perçu. Et ça, c'est vraiment un frein souvent qui nous empêche de développer tout notre potentiel. Donc, c'est des choses qu'on doit dépasser et on doit apprendre vraiment à partager, à faire les choses dont nous sommes convaincus qu'elles peuvent apporter de la valeur ajoutée. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander de faire un acte de leadership et de partager avec nous des situations, des expériences dans lesquelles vous avez eu à faire preuve de leadership. Et ne vous sous-estimez pas. Je sais que chacun d'entre vous aussi, vous avez eu des situations où vous avez eu à faire preuve de leadership. Donc, on attend que vos mains se lèvent. Là, je repasse la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna, pour cette introduction. Voilà, on aimerait que on ait
En fait, moi, dans ce qu'elle a dit, il y a quelque chose que je retiens, c'est qu'on est toutes des leaders. On est tous des leaders dans notre quotidien, dans ce que nous faisons. Et Maïmouna souhaiterait juste que s'il y en a qui veulent partager une petite expérience de vie dans votre cadre professionnel, dans votre vie de tous les jours, où vous avez eu à faire preuve de ce que vous considérez, vous, comme du leadership. Étant entendu que c'est certain qu'il y a plein de choses que nous faisons et pour lesquelles peut-être on ne se rend pas compte qu'en réalité, ce sont des actes de leadership. On attend que des mains se lèvent. Sinon, j'ai des maîtres qui pourraient peut-être témoigner. Je pense que dans ce groupe, on a beaucoup de chefs de service. On a des PCME. Je vois la docteure Fatou Fall Ndoye, qui est directrice d'ONG. Donc, je pense que nous avons tous peut-être quelque chose. On ne peut pas être, comme on l'a dit la dernière fois, il y a des leaderships de position. C'est-à-dire que de fait, vous êtes des leaders parce que vous êtes devant et qu'il y a une équipe qui est derrière vous. Voilà. Maintenant, on aimerait juste qu'il y ait peut-être quelques partages. Professeur Maguette Silaye, je ne sais pas si vous êtes, si vous nous Oui, entendez. professeur Alimatou? Oui, professeur. Cher maître. Oui. Le début m'a échappé. Voilà, la question c'est, je vais reformuler la... Ah, pour le témoignage? Oui, on aimerait bien avoir un témoignage de vous. Je peux déclarer forfait? On va signer Aïda Sadir Badiane pour un témoignage. Je ne sais pas si elle accepte. Aïda, elle est quelque part. Sinon, il y a professeur Louise Fortes. Je crois qu'on avait échangé sur ça. Elle est infectiologue. Elle a eu à gérer la pandémie à COVID-19. Oui, professeur, merci pour la parole. Et je voudrais déjà commencer par l'intervention de Madame Diop. En général, aussi, le fait de témoigner et de se dire qu'on est leader dans notre contexte. En fait, je ne sais pas où se situe entre le fait de se dire qu'on est leader et également je ne sais pas si c'est l'humilité ou la modestie. Parce que le fait de se dire que j'ai bien fait ou que je suis leader, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est une idée qui me vient en tête. Et comme l'a dit professeur Alimatou, nous avons tous géré la COVID-19. Donc moi, au préalable, j'étais dans un autre hôpital où j'ai travaillé de 2002 à 2021 à l'hôpital Fann. Et donc, du jour au lendemain, je pense que c'était vers midi un jour, du 27 mars, je me suis retrouvée dans un autre hôpital pour pouvoir coordonner la prise en charge de la COVID-19. Mais j'étais en 100 lieues de m'imaginer ce à quoi j'allais être confrontée. Je pense que déjà, la première hantise, c'était que je me retrouvais dans un nouvel hôpital qui n'était pas le mien, avec un personnel que je ne connaissais pas forcément, mais également, il y avait le fait de trouver d'autres collègues, ce n'était pas évident. Et je pense que la particularité de la gestion de la COVID à Dalal Jamm au début, c'était que non seulement on avait quand même, ça c'était l'avantage d'avoir trouvé des maîtres qui étaient déjà là, donc qui pouvaient déjà, comme son nom l'indique, Dalal Jamm, ça veut dire en Wolof, bienvenue. Donc j'ai eu quand même la chance d'avoir été reçue par des maîtres. J'en profite pour saluer le professeur Fatou Samadiaï, qui était responsable de la commission lutte contre les épidémies. Donc, j'ai été reçue par elle, par professeur Makumba Gueye. Donc ça, je pense que déjà, ça m'a permis de me mettre en confiance.
Maintenant, on partait sur un centre de traitement des épidémies d'une capacité de 200 lits. C'était un peu la capacité au début. La capacité, on disait, c'est la capacité même d'un hôpital. Bien vrai que même, il y a des hôpitaux qui n'ont même pas 200 lits. Donc, on est parti sur 200 lits et on s'est retrouvé dans un CTE avec d'une part le personnel de l'hôpital Dalal Jamm et d'autre part avec un personnel qui venait d'ailleurs. Nous avions les membres, la Croix-Rouge qui a amené ses agents, Médecins sans frontières a appuyé l'hôpital, donc a amené des médecins et des infirmiers. Moi, personnellement, je venais de Fann et également, il y a d'autres personnes qui venaient de Fann. Donc, vous vous imaginez, on se retrouvait dans un même bateau avec 4 provenances. Et on vous dit que vous êtes la coordinatrice. Comment gérer tout ce monde avec des personnes que vous ne connaissez pas? Parce que je dis, en général, c'est très facile de travailler avec les autres parce que quand on les connaît, on apprend au fur et à mesure à les connaître. Parce que je pense qu'également, à mon avis, le vrai leader, c'est celui qui arrive à travailler avec toute une équipe et en prenant en compte les qualités, les défauts de chacun et en mettant en avant leurs qualités pour que vous puissiez atteindre un objectif. Notre objectif, c'est de prendre en charge des patients dans un centre de traitement ambulatoire, d'une pathologie qui était inconnue, et ensuite où nous avions la hantise d'être tous affectés. On ne savait pas où est-ce qu'on allait, parce que c'était vraiment le début. Le premier cas a commencé le 2 mars. Le 27 mars, on ouvrait le CTE. Et donc, comment manager tout ce personnel? Avec des catégories socio-professionnelles qui sont différentes. Donc, des médecins, des infirmiers, des hygiénistes, des agents de santé. Donc, ce n'était pas évident à pouvoir gérer tout ce personnel. J'ai envie de dire qu'il y a eu une phase d'adaptation, pour ma part, de s'adapter, d'observer chaque personne, chaque catégorie socio-professionnelle et de pouvoir voir dans quelle mesure pouvoir gérer tout ce personnel. Mais également de voir dans quelle mesure je pouvais m'appuyer. Je pense qu'également le leader doit pouvoir s'appuyer sur certaines personnes. Donc, les personnes que j'avais trouvées également à Dalal Jamm, qui connaissaient mieux l'hôpital que moi, qui connaissaient mieux le personnel que moi, il fallait voir comment m'appuyer sur ce personnel-là pour pouvoir, entre guillemets, si on peut dire comme ça, diriger. Donc, au fur et à mesure, il y avait des responsables de soins. Il y avait des responsables, par exemple, je vois l'exemple de Dr Khadifal, hein, que je remercie. Hein. Pour moi, c'est vraiment un leader. Hein. Donc, il a fallu s'appuyer sur elle pour pouvoir un peu gérer le personnel, gérer parfois certaines décisions. Et donc, d'une part, la première étape, c'était de connaître tout le personnel, d'apprendre à les connaître, de voir comment faire pour arriver à leur faire faire quelque chose. Et j'ai envie de dire, ça me rappelle une situation. En tout cas, en tant que leader, ça c'est mon expérience personnelle, c'est de me dire en fait, pour faire faire aux gens les choses, il faut toujours le faire soi-même. Personnellement, je suis contre le leader qui fait toujours faire aux autres. C'est vrai qu'un leader, je pense que doit faire aux autres, c'est sa capacité à faire aux autres des tâches, mais pour certaines choses, il faut montrer, je ne sais pas si c'est montrer qu'on le fait mieux ou bien qu'on sait le faire et qu'on peut le faire. Je pense qu'également, on était dans un centre de traitement des épidémies. Donc, vous vous imaginez, vous êtes coordinatrice de lutte contre la prise en charge de COVID, mais vous ne rentrez pas parce que dans un CTE, il y a ce qu'on appelle la zone verte, où il y a le personnel soignant, et la zone rouge, comme son nom l'indique, rouge, parce que nous avions les patients qui étaient là-bas. Donc, le risque de contamination, c'est à quel moment? C'est surtout lorsqu'on était dans un centre de traitement des épidémies où nous étions de la zone rouge. Donc, moi, en tant que coordinatrice, est-ce que je vais rester toujours dans la zone verte? Pour moi, je pense que même moi, peut-être c'est parce qu'on est médecin. Le médecin, c'est auprès du malade. Donc, être médecin, c'est auprès du malade, c'est aller au niveau de la zone rouge. Donc, personnellement, en tant que coordinatrice, je n'hésitais pas à rentrer dans la zone rouge, à rentrer à l'intérieur parce que ça me permettait
en tant que médecin, d'être en contact avec les patients, d'être également, pour voir comment se faisait la prise en charge des patients, de voir également leurs plaintes, de voir est-ce qu'ils étaient satisfaits ou pas. Mais également, pour moi, également, c'était une manière de montrer aux autres que ce n'est pas parce que je suis coordinatrice que je ne rentre pas dans le CTE, que je ne rentre pas dans la zone rouge et d'y rester parfois pendant 4 heures de temps. Je prenais la peine de faire le tour. Je me rappelle juste un exemple et depuis lors, à chaque fois, il me répétait cela. Il y a eu un moment dans la zone verte, avant de rentrer, il y a une partie où on devait enlever les sachets, vous portiez les EPI. Donc, on est tellement pressé que parfois, les sachets, les emballages étaient jetés par terre. Et quand vous venez là où on s'habillait, c'était vraiment sale. Et à un jour, j'ai pris le balai, la pelle, et j'ai balayé. Et il y a un des hygiénistes qui est venu me trouver, il me dit, prof, ça, si vous le faites, ça, c'est pas possible, vous ne devez pas le faire. Et depuis lors, à chaque fois, il me rappelait cet exemple. Je pense qu'ils ont gardé ça en tête. C'était une manière de dire que c'est une tâche, certes, qui est réservée à l'hygiéniste, qui est censé le faire. J'aurais pu les appeler, mais j'avais jugé bon de montrer en tout cas l'exemple. Et ça également, je pense que c'est ma manière de dire, en fait, que quand on travaille en équipe, bien vrai qu'il y a une répartition des tâches, parfois, on peut être amené à faire les tâches des autres. Juste parce que même s'il y a une répartition des tâches, il y a également le même objectif. Donc, si cette répartition des tâches, si le fait de faire une des tâches permet d'obtenir un objectif, je peux le faire. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne attitude de leader ou pas. Je pense que voilà, la communication, le fait de motiver, on travaillait dans un CTE, c'était très dur, on était très stressés. Et un moment pour motiver, on n'hésitait pas quand même à faire de façon spéciale un repas particulier pour quand il y avait l'anniversaire de quelqu'un, à faire des messages. Je pense que ça également, ça a permis de motiver le personnel. Je pense que pour ne pas monopoliser la parole, je pense que c'était déjà la première étape, c'était d'observer avec qui je devais travailler, utiliser certaines personnes en fonction de leurs aptitudes, en fonction de leur qualité pour faire certaines choses, parfois devoir faire certaines tâches pour leur montrer l'exemple, et ensuite tout ce qui était communication, mais également l'humilité. Je pense que je vais terminer sur ça, l'humilité. L'humilité, c'est vraiment de pouvoir parler à tout le monde, de pouvoir se mettre parfois au même niveau que les autres, même si on sait que c'est nous qui gérons, même si on sait que vous êtes la coordinatrice. Donc, je pense qu'également, cette humilité qui est importante, mais également qui ne vous dédouane pas le fait que quand vous devez prendre certaines décisions, donc parfois, je n'ai pas hésité, il s'est passé 1 ou 2 fois des soucis, à ne pas à donner des demandes d'explication. C'était vraiment pour marquer un peu le coup, pour dire, OK, on travaille tous ensemble, on travaille dans la bonne ambiance, mais parfois, il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà, merci beaucoup. Voilà, professeur Alimatou, ce que je voulais partager avec vous par rapport, en tout cas, à cette expérience de coordinatrice de la COVID où on a pris en charge quand même 3000 patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Louise, pour cette générosité, ce beau partage qui nous a replongé dans la COVID, que nous avons tous vécu de près ou de loin. Je vois qu'il y a Dr Fatou Fall Ndoye, qui est directrice exécutive de l'ONG ASCAN, qui avait la main levée. La main est baissée. Dr Fatou, vous voulez prendre la parole? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je retrouve avec plaisir professeur Alimatou. Je suis désolée, je terminais une autre réunion et j'arrive légèrement, j'arrive en retard. Bonjour à toutes ces dames. Merci en tout cas de m'avoir, et à ces messieurs, pardon. Merci de m'avoir, je remercie au passage le professeur Awa-Marie Kolsek qui m'a transféré ce lien. Et je suis ravie d'être partie prenante. En tout cas, je la remercie fortement de m'avoir associée à cette discussion. Pour moi, j'ai raté une bonne partie de la présentation
Et je pense que pour moi, le leadership, je pense que quelque part, on est leader ou on ne l'est pas. Je pense que ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas, ça correspond. Je parle de mon expérience propre et de ce que j'ai vécu dans ma vie. Je pense qu'il y a plein de personnes ici présentes qui l'ont vécu également. Je crois que le leadership ne s'apprend pas. On a beau faire des cours, c'est quelque chose qu'on vit dans ses tripes, qu'on vit dans sa tête et qu'instinctivement, on a soit un penchant ou une aptitude au leadership, fondamentalement. Il y a des choses que l'on apprend, mais il y a des choses, je pense qu'il faut avoir une base qui est fortement ancrée en soi, en termes de personnalité, en termes de comportement, en termes d'attitude et par rapport à ça. Moi, si je dois parler d'un événement, je dirais plutôt sur le plan, déjà sur le plan professionnel. Je vais raconter quelque chose qui a été extrêmement difficile. Je travaillais pour une ONG et j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc, je travaillais pour une ONG et je sentais qu'il fallait que je puisse monter ma propre organisation parce que j'avais le sentiment que je pouvais faire les choses différemment. Après avoir eu un long parcours professionnel, j'ai 58 ans aujourd'hui, je me suis dit à 50 ans, eh ben, je vais me lancer. Si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Et je pourrais avoir des regrets éternels et me dire que pourquoi je ne l'ai pas tenté. Et je pense qu'on arrive à un tournant de sa vie professionnelle où on se dit, bon ben, il y a des choses à tenter, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc je me suis lancée, bien sûr, dans la peur au ventre, hein, parce que bon, on a tous des responsabilités avec nos enfants qui nous coûtent une fortune avec leurs études supérieures à l'étranger. Et je me suis dit, bon ben, je me lance et je suis médecin de santé publique. Et si ça ne marche pas, eh ben, je me remets dans le monde du travail. Donc, je me suis lancée, j'ai vachement galéré au début. Et j'ai extrêmement galéré, mais ce qui a été bien, c'est que l'organisation que j'ai quittée, je les ai quittées en bons termes. Et ça, je pense, c'est une forme de maturité. Mon premier boulot, je suis partie avec perte et fracas. Et avec la maturité, j'ai appris à partir, en tout cas, de bonne manière. Et je suis restée consultant pour eux pendant 6 mois avant d'avoir un gros programme avec l'USAID et CRS pendant 3 ans qui m'a permis de vivre et d'avoir en tout cas une organisation qui tienne la route. Au bout de ces 3 ans, au moment où ce programme se terminait, par un coup d'opportunité extraordinaire, j'ai été mise en rapport par une amie avec la Fondation Bill et Melinda Gates. La Fondation m'a contactée et lorsqu'ils m'ont demandé de présenter mon organisation, je leur ai dit, écoutez, voilà notre profil, on est très orienté dans ce domaine, on est très orienté dans tel ou tel domaine. Ils ont dit non, c'est pas du tout le profil que l'on recherche parce que ce que nous recherchons, c'est quelqu'un qui a une aptitude extrêmement importante et des références dans la vaccination. On leur a dit, écoutez, rencontrez Dr Fatou, c'est une petite bonne dame dynamique et essayez et vous verrez peut-être que vous trouverez en tout cas affaire avec cette dame. Donc, j'ai fait un entretien avec eux. À cette époque, je ne parlais pas bien anglais. Et à un moment donné, le député directeur de ce programme-là avait une réunion de haut niveau avec l'UNICEF et m'a envoyé un mail en me disant, écoutez, Dr Fatou, on ne vous connaît pas, on veut donner la chance à une petite organisation. J'ai un déjeuner au 8e étage, donc j'ai 1 heure pour déjeuner. Je vous convie à un entretien pendant le déjeuner. Et à ce moment-là, c'est à vous de nous convaincre que c'est vous la bonne personne. Je dis OK. Donc, inutile de vous dire que je ne sais pas ce que j'ai mangé. Et vous imaginez l'entretien en anglais avec des gens qui parlent extrêmement rapidement. Donc, à l'issue de cet entretien, on me dit OK. Je reste pendant 2-3 mois, je n'ai pas de nouvelles. Et puis, je reçois un mail. C'était le jour de la Tabaski. La veille de la Tabaski, c'était la veille de la Tabaski. On me dit, écoutez, nous sommes à Conakry. Il faut que vous puissiez être le lendemain de la Tabaski ou le soir même de la Tabaski à Conakry. J'achète immédiatement mon billet d'avion et je retrouve
l'équipe de la Fondation à Conakry pour rencontrer le ministre de la Santé, le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur. Et à l'issue, avant que je rentre sur Dakar, je reçois tous les documents de due diligence et tous les documents pour le processus, en tout cas, d'attribution. Donc, vous imaginez, je suis dans une organisation, nous sommes 2 personnes. Je reçois cette offre-là où il faut faire une analyse diagnostique pour toute la Guinée et pouvoir faire un plan stratégique de renforcement de la vaccination de routine pour toute la Guinée. Et nous sommes 2 personnes. Comment faire? Panique générale à bord. Heureusement que je pense qu'à un moment donné, on a la capacité, quand on a une forme de leadership de base, de se poser, de réfléchir et de prendre des décisions très rapidement. La décision que j'ai prise, c'est que dans cet intervalle de temps, ce n'est pas possible, ils sont pressés. Ils veulent qu'on commence le mois prochain. Qu'est-ce qu'il me reste comme alternative? Il n'est pas possible de recruter et de tout le parcours que j'ai fait avant d'arriver à cette station, de pouvoir rapidement prendre des gens qui sont opérationnels. Quelle est l'alternative qu'il me reste? Je prends parmi des gens de haut niveau, que je prends des consultants de très haut niveau, certains parmi mes maîtres même, pour que nous puissions faire l'analyse diagnostique et que nous puissions partir très rapidement en Guinée pour pouvoir faire l'analyse situationnelle de la vaccination de routine en Guinée. Donc, j'ai pris un certain nombre de gens de très haut niveau qui étaient mes maîtres en santé publique, et je ne voudrais pas citer de nom. Nous sommes partis à 5 pour pouvoir faire l'analyse situationnelle en Guinée. Et je pense qu'en forme de leadership, le message que je voudrais passer par rapport à ces aspects de leadership, c'est de dire que je me suis retrouvée avec mes maîtres. Vous imaginez des gens dont j'étais l'étudiante, aussi bien en médecine que pour le master en santé publique. Avoir à les diriger dans le cadre d'un grand programme, tout ce panel qui sont 5 personnes qui sont largement à des niveaux aussi bien académiques que des niveaux professionnels que moi. C'est extrêmement difficile de pouvoir manager toutes ces personnes. Parce qu'à un moment donné, ces personnes se demandent même si c'est à eux, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir les guider? J'ai traversé des moments horribles, horribles. J'imagine. J'ai passé des moments horribles pour pouvoir manager ces sommités. Je mets entre guillemets ces sommités pour que nous puissions arriver à pouvoir finaliser le document d'analyse situationnelle et finaliser le plan stratégique de renforcement de la vaccination de routine. Mais ça a été quelque chose qui a été extrêmement pédagogique pour moi parce que je me suis retrouvée à l'entame de la création de mon organisation, être confrontée à ces gens de très haut niveau, être moi, pouvoir les manager, alors que je reconnais parfaitement qu'ils ont des formations académiques largement supérieures, des personnes qui sont agrégées, qui sont à des niveaux extrêmement élevés, pouvoir les manager et pouvoir faire une cohésion d'équipe pour pouvoir délivrer. C'est vrai que j'ai eu à passer certains aspects qui étaient extrêmement frustrants pour moi et qui, au finish, m'ont permis à terme, en tout cas, de pouvoir respecter mes engagements vis-à-vis de la Fondation. Et résultat, lorsque nous avons eu à finaliser ce travail, la Fondation était tellement contente que nous avons démarré le processus pour pouvoir attribuer d'autres pays. Mais ce temps de répit avec ces consultants m'ont permis à terme de pouvoir temporiser, de recruter une équipe dédiée avec des seniors et des juniors et de pouvoir préparer un programme, en tout cas, de renforcement de ces juniors sous la houlette de 1 ou 2 seniors qui étaient capables de les tirer et d'avoir, en termes de finalité, des personnes qui sont pour la pérennité de l'organisation, mais également des jeunes personnes qui grandissent avec le programme et qui demain, on pourra en tout cas avancer dans le développement de l'organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage qui est un peu complémentaire de ce que professeur Louise nous a présenté, où là, elle était dans une position un peu plus confortable parce qu'elle était
on va dire, la plus gradée. Et vous nous montrez un autre modèle où vous avez réussi, comme vous dites, à manager des gens qui étaient peut-être, de par leur fonction, à un niveau que vous pouvez considérer au départ comme supérieur au vôtre du point de vue pédagogique. Je crois que ces deux modèles, deux exemples qui sont très parlants. Je ne sais pas si on a le temps de prendre un troisième témoignage. Maïmouna? Alors, juste pour savoir, on termine à quelle heure exactement? C'est censé finir à 13h, à 14h, pardon. Là, il nous reste à peu près 8 minutes. Je ne sais pas si d'autres collègues ont envie de prendre la parole ou est-ce qu'on le réserve pour une autre session. Professeur Fatsamba? Sinon, bon, ce sera pour une autre session. Maïmouna, je vais te donner la parole pour peut-être faire la scène. Vous pouvez fermer le micro Seydina de ceux qui parlent en dessous. Maïmouna, je vous donne la parole. Oui, d'accord. Alors, d'accord, étant donné qu'il reste que quelques minutes, oui, donc on va essayer de faire une petite synthèse. Je ne suis pas sûre qu'on pourra aborder tout ce que j'avais prévu, mais sinon on peut le garder pour une autre session. Parce que je pense que c'est quand même une chance d'avoir eu des témoignages aussi extraordinaires, hein, et donc c'était important d'avoir ces témoignages-là. Alors, peut-être je voulais juste rebondir sur quelques points. On a encore une vingtaine de minutes que vous pouvez encore utiliser. Une vingtaine de minutes. Ok, d'accord. Ok. Alors, je vais juste rebondir rapidement sur certains points qui me semblent importants et ensuite continuer le partage. Alors, il y avait un point concernant l'humilité, que j'ai trouvé quand même très intéressant. L'humilité, alors c'est vrai parce que souvent on est, et je crois que ça c'est très francophone, hein, parce que chez les anglophones, j'ai remarqué qu'ils sont ils sont très fiers et très contents. Souvent quand on leur demande, moi je participe parfois à des formations de ce genre dans les pays anglophones, et je vois que les gens sont toujours très très contents de pouvoir présenter tout ce qu'ils ont eu à faire. Et il n'y a aucune forme d'humilité. Mais souvent dans le système francophone, alors peut-être c'est la façon dont on a été formaté par rapport à ça, les gens se posent des questions, est-ce que le fait de parler de soi, c'est pas un acte très orgueilleux, etc. Mais pour moi, si vous voulez, l'humilité, c'est occuper sa place de façon saine, tout en laissant aussi les autres occuper leur place. Et donc, quand on a une bonne estime de soi-même, je pense qu'il n'y a aucun problème si on a eu à faire des choses remarquables. Il y a aucun problème de pouvoir en parler, tout en n'étant pas non plus dans la survalorisation vis-à-vis de soi-même. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on est dans une bonne estime de ce qu'on a eu à faire et que donc au contraire même, c'est bien de prendre conscience de tout ce qu'on fait parce que cela nous encourage justement à continuer à le faire, hein, et cela nous valorise également. Donc ça, c'était par rapport à l'humilité. Le deuxième point, c'était par rapport à est-ce qu'on est leader et est-ce que le leadership est quelque chose de inné ou pas? Et si on n'est pas un leader, entre parenthèses, à la naissance, est-ce qu'il est possible de développer son leadership? En tout cas, moi, je crois beaucoup à la capacité d'évolution de l'être humain. Et j'ai eu à voir effectivement des personnes qui ont eu des parcours au début où il y avait très peu de leadership, et avec le temps, à force de travail, alors peut-être pour certaines personnes ça va demander beaucoup plus de travail que d'autres, elles ont pu développer leur leadership. Donc je pense qu'il y a quand même toujours une marge de progression
et c'est important de se dire qu'on peut toujours améliorer son leadership. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Alors, sans plus tarder, on va continuer le partage sur les styles de leadership. Est-ce que vous voyez mon écran? Maïmouna, on le Oui? voit bien. Oui. C'est bon? Allez, c'est Ok, parti. très bien. Alors, on va parler des différents styles de leadership, mais je voudrais aussi dire un petit mot sur les profils, parce qu'en fait, le leadership est toujours porté par une personne. Et toutes les personnes n'ont pas le même profil. Et c'est important, parce que très souvent, encore une fois, quand on parle de leadership, on pense au leader charismatique que tout le monde voit, qui est imposant partout où il arrive. Voilà, tout le monde est scotché, on regarde, voilà, le grand leader est arrivé. Mais il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle les leaders de l'ombre. Il y a des personnes qui sont très discrètes et extrêmement efficaces. Et quand elles sont pas là, je vous assure que on sent vraiment leur absence parce qu'elles abattent un travail extraordinaire. Donc, il faut faire attention hein, et savoir qu'il y a beaucoup de profils hein, dans le leadership. Il y a aussi ce qu'on appelle les leaderships passionnés. En général, ce sont des personnes qui, quand une chose ne les intéresse pas, alors on ne les remarque pas, on ne les voit pas. Mais s'ils sont passionnés par une chose, alors là, ils sont capables de prendre des choses en main et de faire des choses extraordinaires aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les leaders de crise. Ce sont des personnes qui sont dans leur petit coin. Et là aussi, parfois, c'est dans des situations de crise que tout d'un coup, on se rend compte que vraiment, cette personne-là, eh ben, elle a un potentiel extraordinaire parce que c'est elle qui va vraiment se mettre en avant, qui va prendre les choses en main et qui se découvre aussi elle-même. Donc, il y a beaucoup de possibilités. L'être humain est extrêmement complexe et donc, il faut toujours rester très, très ouvert par rapport à toutes ces facettes-là. Alors, quand on parle des styles de leadership, les styles dont on parle le plus, hein, c'est ces 4 grands styles, mais il faut savoir qu'il y a finalement autant de styles de leadership que d'êtres humains, puisque chaque personne a finalement son propre style. Et comme certains l'ont dit tout à l'heure, hein, il y a certaines personnes, bien sûr, qui ont des styles beaucoup plus impactants hein, et qui ont un leadership beaucoup plus puissant que d'autres. Alors, on a le directif, le participatif, le conformiste, le consultatif. Ça, on en a déjà parlé la fois passée. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas un style de leadership qui est meilleur qu'un autre. Et on a eu justement un très beau témoignage par rapport à ça, parce que le premier témoignage, je pense que vraiment le professeur a utilisé un mot qui est extrêmement important, qui est le mot adaptation. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de s'adapter à une situation et essayer de voir comment tirer les ficelles pour apporter la meilleure réponse face à la situation présente, en sachant que les situations peuvent changer. Alors, ce qui est important, bien entendu, comme je dis, on porte le leadership avec la personnalité qu'on a, mais il y a aussi des éléments qu'il faut nécessairement prendre en compte pour adopter son style de leadership. Alors, un des éléments, c'est bien sûr la personnalité des membres de l'équipe sur lesquels nous allons exercer notre leadership. Nous allons revenir dessus, nous allons voir le modèle DISC, qui est un modèle assez connu. C'est un modèle très simple. Il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués hein, quand on va parler des styles de personnalité comme le modèle MBTI, etc. Mais pour le moment, nous allons juste faire une petite analyse sur ce modèle DISC qui est assez simple. Il y a aussi la culture d'entreprise. Donc, chaque entreprise dans laquelle on se trouve et dans laquelle on travaille a toujours une culture. Je pense, pour vous donner un exemple, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, si vous êtes... il y a certaines entreprises qui ont des cultures très, très pyramidales. Donc, c'est vraiment hiérarchisé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les militaires en général. Hein. Donc, je fais un petit
clin d'œil à professeur Alimatou. En général, on ne discute pas trop, hein. Quand il y a un ordre, on l'applique et puis basta, voilà. Et puis, il y a d'autres entreprises où c'est des cultures beaucoup plus circulaires. Et vraiment, l'exemple des entreprises à culture circulaire sont vraiment les startups, hein. Dans les startups, en général, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, chacun est un peu son propre boss. Et l'idée, c'est que voilà, on essaye de travailler ensemble. Et c'est pas toujours facile aussi, parce qu'il y a souvent très peu de structure. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre la culture de son entreprise. Alors, au niveau universitaire, je pense quand même que c'est assez pyramidal, hein, que les choses sont bien structurées, sont bien hiérarchisées, mais qu'il y a quand même de la concertation, puisque en général, quand on est dans des environnements très intellectuels, les gens aiment bien discuter, échanger, se concerter. Et puis, il y a aussi le contexte dans lequel on se trouve. Ça aussi, on a eu un très bel exemple, un très beau témoignage tout à l'heure. Dans des contextes de crise, le leadership aussi va être souvent très différent que quand on est dans des contextes où il n'y a pas de tension, quand on est dans des contextes de routine. Donc, selon le contexte aussi, on va toujours essayer de voir voilà, comment adapter son style de leadership. Alors, concernant l'outil DISC, c'est un outil qui est intéressant. Encore une fois, c'est 4 grandes tendances de personnalité, en sachant que l'être humain est bien sûr beaucoup plus complexe. Donc, il ne faut pas mettre une étiquette, hein, en disant, voilà, je suis ceci. On est souvent un mélange, hein. On est un mélange de plusieurs choses, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent souvent. Alors, dans une équipe, vous avez souvent ces 4 grandes tendances. Vous avez le profil dominant. Donc le D, quand on parle du disque, hein, il y a le dominant, l'influent, le stable et le conformiste. Alors, le profil dominant, comment se caractérise le profil dominant? Alors, en positif, ce sont des gens en général qui sont très volontaires, qui sont dynamiques, exigeants, ambitieux et aussi généreux. Le côté, par contre, négatif des dominants, c'est qu'ils ont un côté autoritaire. En général, ils aiment que les choses se passent exactement comme eux, ils le souhaitent. Et ils peuvent parfois se montrer très agressifs dans des moments de tension, donc quand il y a de l'opposition. Donc, on va voir tout à l'heure un peu comment gérer ces différents profils. Et bien entendu, vous pouvez être vous-même aussi porteur de ce profil, hein, donc c'est important aussi d'en prendre conscience pour vous-même. Il y a le profil influent. Alors, en positif, ce sont des gens très enthousiastes. Et parfois, donc, un peu trop, mais bon, on en parlera plutôt dans les côtés négatifs, mais très chaleureux. Ils sont très créatifs aussi et expansifs. Alors, le côté négatif avec le profil influent, c'est que parfois, il a tendance à vouloir être dans tout. Parce que comme il est très, très, très enthousiaste, il ne se pose aucune limite. Et il peut avoir envie de tout faire. Et finalement, le problème, c'est qu'il devient très dispersé et irréaliste, et il a vraiment ce côté impulsif. Chaque fois qu'on lui présente un projet, voilà, il a toujours envie de rentrer dedans, et finalement, il peut se perdre, hein, dans tous ces projets. Il y a le profil stable. Alors lui, il est très fiable, il est très pragmatique aussi, hein, parce qu'en général, les gens qui ont un profil stable, c'est des gens qui n'aiment pas perdre leur énergie n'importe comment. Donc, il faut être très pragmatique avec eux. Ils sont très structurés, ils sont efficaces et ils sont calmes. Mais le côté négatif, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à être dans des attitudes attentistes, hein, et dans une certaine rigidité aussi, parce qu'ils n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort, et une lenteur aussi à se mettre en mouvement. Et puis, il y a le profil conformiste. Alors, ce sont des gens qui réfléchissent énormément. Ça cogite tout le temps, hein. Donc, le côté positif, c'est qu'ils sont très réfléchis observateurs. Ils ont un esprit analytique très pointilleux. On trouve beaucoup de ces profils chez les comptables. Et alors, le côté négatif, c'est qu'ils ont parfois tendance à compliquer les choses. C'est bien de réfléchir, mais parfois, quand on réfléchit trop, on finit par aller chercher la petite bête, hein, et on complique des choses qui pourraient être relativement simples. Et aussi, ils sont très prudents, hein, ils n'aiment pas trop le changement. Donc, le profil stable, et d'ailleurs le profil conformiste, c'est des gens qui n'aiment pas trop le changement en général, alors que le profil dominant et le profil influent, c'est souvent des gens qui sont porteurs du changement. Alors, comment justement adapter son style de leadership à ces profils? Alors, lorsque vous avez un dominant en face de vous,
Le dominant, si vous n'êtes pas d'accord avec lui et que vous ne lui montrez, enfin, c'est-à-dire si le dominant, c'est quelqu'un qui aime être considéré. Donc, si vous avez une attitude avec lui qui ne lui donne pas une certaine considération, il va très vite se braquer. Et finalement, vous risquez de perdre beaucoup de temps et une grande énergie avec quelqu'un qui va se braquer, qui va tout le temps essayer d'aller contre vous. Donc, avec un dominant, il faut plutôt être dans l'écoute. Il faut aussi ne pas perdre son sang-froid parce que ce sont des gens qui vont souvent essayer ils vous testent en fait. Et de temps en temps, ils vont essayer de vous déstabiliser. Donc, gardez votre sang-froid, évitez de polémiquer et surtout faire preuve de finesse et de subtilité. Et je pense que nous, les femmes, on a peut-être cet avantage, justement, comme on parle du leadership féminin, hein, ça va peut-être pas plaire aux hommes ce que je dis, mais on a cet avantage qui est un peu dans notre héritage génétique. Hein. On sait comment naviguer, comment faire preuve de subtilité, d'une certaine finesse, mais on arrive exactement à avoir ce qu'on veut. Donc, faisons preuve de cette finesse et de cette subtilité. Avec le profil influent, donc il faut être posé et calme, hein, parce que le profil influent, c'est quelqu'un qui a tendance à déborder, à aller dans tous les sens. Donc voilà, il faut poser des limites, des cadres, hein, à chaque fois que nécessaire. Avec le profil stable, alors il faut être chaleureux parce que c'est des gens qui manquent un peu d'entrain souvent, mais il faut être pragmatique et il faut proposer souvent des plans d'action avec des échéances parce que les profils stables, ils sont efficaces, mais ils ont souvent tendance à être assez lents dans ce qu'ils font. Donc, c'est bien de leur proposer des échéances. Ils aiment bien travailler avec des échéances claires et précises et ça leur permet d'avoir un tableau de bord. Alors, avec le profil conformiste, alors, il faut avoir une approche rationnelle, réfléchie, parce que c'est des gens qui vont vous poser beaucoup de questions. Hein. Chaque fois que vous allez venir avec un nouveau projet, ils vont vous bombarder de questions et ci et ça. Mais il faut faire attention aussi de ne pas vous perdre dans les détails. Et voilà, s'il faut trancher, n'hésitez pas à trancher finalement, puisque si c'est vous le chef. Hein, donc voilà, à un moment donné, il faut être directif, il ne faut pas hésiter à l'être. Donc voilà quelques conseils, hein, comment manager ces différents profils. Encore une fois, tout en sachant que les personnes sont souvent des mélanges de ces profils. Hein. C'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui est 100% dominant, mais ça peut arriver, hein, ou 100% influent. C'est souvent des mélanges de dominants, stables, influents, etc. Et voilà. Mais il y a quand même quelques tendances qui ressortent plus, hein, chez les uns et les autres. Et souvent, d'ailleurs, ces tendances ressortent dans des moments de tension ou de stress. C'est là où vous allez vraiment voir souvent le profil de la personne. Donc voilà ce que je voulais partager en termes de style de leadership et comment naviguer un peu avec les différents membres de l'équipe. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut, si on a encore le temps pour peut-être un dernier témoignage, parce qu'on voulait un témoignage dans un contexte difficile. Bon, on a eu déjà un très beau témoignage dans un contexte de Covid. On a eu 2 très beaux témoignages d'ailleurs, dans des contextes qui étaient difficiles. Je ne sais pas si on a encore le temps pour prendre un dernier témoignage ou aussi pour prendre peut-être quelques questions ou des contributions avant de clôturer la séance. Donc, je rends la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna, pour cette présentation de leadership. J'avoue que on était là chacun à se dire, tiens, celui-là, moi. Dans le style dominant, je me suis un peu retrouvée. Mais je pense que aussi expliquer que en fait, ce n'est pas seulement nous, c'est aussi que nous avons en face de nous, les membres de notre personnel, les gens que nous côtoyons, qui Docteur Fatou, est-ce que ce que Maïmouna vient de présenter, vous vous retrouvez un peu dans les styles qu'elle vient de décrire?
Absolument, absolument, professeur Alimatou. Et je partage tout à fait son point de vue. Et je disais tout à l'heure que, effectivement, j'avais le sentiment, moi, que on a une personnalité où on a tendance, c'est peut-être par rapport à son vécu, par rapport à son parcours professionnel ou familial, d'avoir à endosser des épreuves ou un certain nombre d'épreuves de vie qui vous façonnent. Et je suis tout à fait d'accord avec vous également que c'est quelque chose qu'on apprend également. Pour moi, il peut y avoir une base. Elle peut ne pas exister également. Et c'est un apprentissage continu parce que dans la vie, on est souvent confronté à des situations complexes. Et ces situations, c'est familial, c'est conjugal, c'est professionnel qui fait qu'on forge un tout petit peu son style de leadership et on tire des leçons et des enseignements sur ce qui s'est passé et qui nous permettent de nous adapter. Et pour moi, je crois qu'on est un peu un mix de tout ça et en fonction des situations, lorsqu'on a une certaine forme de maturité et qu'on a vécu un certain nombre pas des épreuves, mais de vécu, ça permet de s'adapter au fur et à mesure et d'adapter son style de leadership en fonction des situations que l'on trouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez dans le chat mis qu'en fait, on est tous un mix de tous ces formes de leadership qui ont été décrites tout à l'heure par Maïmouna. Est-ce que vous voulez venir? Nous avons aussi Aïda Silla qui est psychiatre. Je pense que nous faisons qui en fait est une analyse de l'humain. Je ne sais pas si vous connectez ou s'il y a d'autres psychiatres qui aimeraient aussi prendre la parole. Mais Maïmouna, par rapport à moi, je veux dire, la question que tu poses, c'est en cas de crise. Et ça m'a renvoyé tout de suite quand on nous a dit qu'il fallait quitter le... On avait genre dit, on nous a donné un deadline. C'était un peu facile parce qu'ils prenaient que leur stéthoscope pour partir. Mais nous, on avait des équipements, on avait des congélateurs avec des échantillons à sauvegarder, on avait des projets en cours. Et c'est à un moment donné, comme vous dites, en fonction des personnes que vous avez devant vous, vous devez plutôt négocier parce qu'il fallait aussi avoir avec nous des gens pour nous accompagner dans cette démarche. Donc, voilà, je pense qu'en fonction de ce qu'on vit, en fonction de la situation, on peut être amené à utiliser un style plutôt directif, style dominant ou un style plutôt influent pour faire bouger les choses parce qu'on est dans une situation de crise. Je vois que Sylvère Kevi a levé la main. Vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Merci beaucoup et félicitations pour cette belle présentation. Je voudrais juste partager le fait que vraiment on est un mix de ces différents profils et ça c'est vraiment de l'adaptation. Moi j'en veux pour preuve, il y avait une petite expérience. Moi au niveau du pays Togo, j'avais eu l'opportunité, je travaillais d'abord à l'hôpital avant d'être nommé chef de programme pour les aspects de sécurité santé au travail. Et par rapport à ce que j'ai vécu en termes de difficultés au niveau de l'hôpital, ça m'a forgé de manière à ce que lorsque j'ai eu le programme, c'est ça le programme Health4Rise, protéger le personnel, dès que j'ai eu une occasion qui s'est présentée, j'avais aucune formation pour rédaction de projet. J'ai juste pris les jeunes qui étaient là, qui étaient déjà là au niveau du programme et qui avaient disons des formations pour rédiger les projets, pour pouvoir faire les budgets et autres, pouvoir m'aider très rapidement à pouvoir mettre les dispositifs en place pour être en avant et pouvoir réaliser le projet. Et donc, à un moment donné,
lorsque j'avais vu qu'il y avait des difficultés au niveau de la hiérarchie, j'ai dû passer même par les secrétaires, par d'autres personnes et autres pour faire avancer le projet jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le projet soit un projet qui soit un projet phare et qui aujourd'hui est un projet qui est piloté et qui est appuyé par l'OMS et l'OIT au niveau international. Donc, et à chaque niveau, lorsqu'il y a des difficultés, parfois, je peux vite avancer, mais à d'autres endroits, je suis obligé de jouer disons, au style influent, même à un moment donné, même de jouer au stable. C'est-à-dire que de pouvoir s'adapter véritablement à la personne. Donc, le leadership, véritablement, c'est l'adaptation qu'il faut faire pour chaque situation. Mais il y a un élément qui est très important aussi, c'est qu'il faut être déterminé et savoir sa vision et là où on va exactement. Quand on a une vision qui est très claire et qu'on sait là où on va, on sait qu'à chaque moment, quel type de leadership il faut mettre en avant. Soit ce style directif, soit ce style influent ou carrément le style stable ou l'autre. Voilà un peu ce que je voulais partager un peu avec vous. Vraiment, merci pour cette belle formation, cet échange avec Mme Maïmouna Diop et le professeur Fall, je pense. Hein? Voilà, donc vraiment très intéressant. Je pense que c'est des choses, c'est des échanges que nous devons avoir parce qu'il faut qu'on passe toujours du hard skill vers le soft skill. C'est souvent dans nos formations, bon, on va acquérir telle compétence, mais comment faire de manière à ce que les compétences que nous avons acquises, nous les transformons pour en faire des choses qui peuvent faire des transformations sur le terrain. Et là, on a besoin de cette formation-là, du leadership, de ces petites choses-là, pour pouvoir vraiment enclencher le processus de changement et véritablement que nos populations puissent être impactées positivement. Merci encore une fois. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre intervention. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je considère que effectivement, il y a ce leadership peut-être naturel en tout un chacun, mais ces petites formations nous permettent de mieux savoir comment tirer parti ou tirer, en tout cas nous adapter aux situations, peut-être d'être mieux conscient de certaines choses que peut-être intuitivement nous savons déjà, mais c'est important. Il y a aussi un élément, Maïmouna, que tu as dit tout à l'heure, qui m'a interpellée, c'est on a beaucoup de mal à nous vendre. On ne sait pas se vendre, nous, en tant que francophones. Je pense que c'est peut-être lié aussi au contexte culturel, à notre éducation de base, lié aussi mais c'est vrai que les anglophones, ils vont avoir un petit truc, mais ils vont construire tellement autour de ça que toi qui viens avec mais des compétences et des connaissances, finalement, je te dis, mais voilà, on ne sait pas se vendre. Et un des objectifs, c'était de pouvoir et comment mieux nous vendre pour qu'on puisse déplacer les plafonds de verre ou alors carrément les briser. Voilà, Maïmouna, je te rends la parole, peut-être pour que tu puisses... il y a Della qui voudrait poser une question. Oui, Della, vous pouvez ouvrir votre micro. Il a déjà parlé. Oui, merci bien. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Dr Della Sorci. Je suis invité par Dr Silver Kevi qui vient de parler. Je suis togolais également. Moi, je suis éthicien, philosophe. Je voudrais savoir si tous ces types de leaders décrits plus haut étaient des choses qui existaient aussi en Afrique au temps de nos grands-parents. Parce qu'ils n'ont pas étudié tous ces éléments, mais on a connu des hommes de vision, de grands leaders en Afrique. Quelle était leur stratégie, leurs moyens d'action? Et puisque, bien évidemment, ils n'ont jamais suivi ces genres d'assises, de colloques,
de rencontres, mais ils étaient de très grands leaders et ils avaient bien dirigé leur royaume, etc. Mona, je crois que c'est une bonne question. Le leadership, ça s'apprend pas. C'est inné, c'est pas inné. Il y a toujours eu des leaders. Alors, j'ai un petit souci avec la connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous t'entendons, Maïmouna. Ok, tout à l'heure, je n'entendais pas très bien lorsque vous étiez en train de parler, professeur Alimatou. Mais en fait, moi, c'est une question qui me parle tellement que voilà, je suis vraiment ravie qu'il ait posé cette question-là. Parce que très souvent, dans mes présentations sur le leadership, vous savez, les gens vous disent souvent, on vous présente certains modèles et les gens mettent souvent des noms américains ou des noms de ceci ou des noms de cela. Moi, je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais parce que je considère que toutes ces connaissances qu'on remet au goût du jour, entre parenthèses, à l'heure moderne, ce sont des connaissances que nos ancêtres connaissaient depuis longtemps et qui ont juste été reprises présentées sous une autre forme. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on a présenté tout à l'heure, ce n'était pas forcément des styles de leadership, mais plutôt des styles de personnalité. Hein, l'outil DISC montre des styles de personnalité, en sachant encore une fois que ce sont des styles qui sont des mélanges. Alors, quand vous prenez par exemple, pour juste vous montrer que ce sont des connaissances qui viennent de nos ancêtres, quand vous prenez le modèle DISC, le profil D, donc qui est le profil dominant, correspond à l'élément feu. C'est ce que les anciens appelaient l'élément feu. Le profil influent, c'était l'élément R. Le profil conformiste, c'est l'élément eau. Le profil stable, c'est l'élément terre. Donc, c'est juste pour dire que ce sont des notions ancestrales qui étaient connues depuis la nuit des temps, mais qui étaient présentées sous une autre forme, tout simplement. Et il y a énormément de choses comme ça qui ont été revues sous une autre forme, mais qui ont toujours existé. Et depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des grands leaders. Et ça a commencé en Afrique, qui est la terre-mère. Donc, merci vraiment d'avoir fait le rappel. Voilà. Oui, est-ce que je peux rebondir 15 secondes? Oui. Merci bien. J'ai posé la question exprès parce que j'ai remarqué que souvent, lorsque nous participons à ces genres de formations, l'accent n'est jamais mis sur les pratiques endogènes. Je nous invite à découvrir un auteur franco-togolais, togolais de souche. Il s'appelle Kag Sanoussi. Il a écrit un ouvrage sur, l'ouvrage est intitulé Agama. Agama en français, ça veut dire caméléon, inspiré de Amadou Ampateba. Donc, Agama, l'art de gouverner. Et dans cet ouvrage, il a développé tous les aspects du leadership, mais en s'inspirant de cette contribution endogène africaine. Il est très important que, pour les prochaines fois, que nous fassions un clin d'œil à nos chercheurs africains et que nous puisions de cette sève africaine-là, des formations très importantes et qui cadrent avec ce que nous faisons. Ça va nous aider à aller prendre dans nos familles, à aller prendre dans nos villages des pratiques, des outils très intéressants. Je donne un exemple, un témoignage très simple. Chez moi, au Togo, il y a un groupe qu'on appelle souvent les Médira. Bon, je ne sais pas quelle est son équivalence dans d'autres langues, mais on ne désigne pas Médira ceux qui vendent, mais ils sont souvent des pays sahéliens, ils viennent au Togo et ils vendent à vil prix, ils n'ont jamais été à l'école, mais ils sont très efficaces en commerce. Et un jour, j'ai demandé à un de mes étudiants d'aller faire un stage chez ces Médira-là, pour voir comment ils arrivent à vendre de façon efficace dans le respect de la clientèle
mais sans jamais, faire des études universitaires. Et donc, il y a des stratégies que nous avons en nous, mais qui ne sont pas forcément innées, hein, qui ne sont pas innées, mais qui sont culturelles et que nous négligeons souvent. Voilà. Donc, le métissage aujourd'hui, puiser un peu de la contribution africaine et ajouter cela à ce que nous apprenons dans nos universités occidentales. Merci. Merci beaucoup, Della, pour cette belle contribution. Je pense que c'est ce que nous recherchions, justement, qui est des partages. Je pense que la première session, c'était que chacun d'entre nous dise que nous puissions nous enrichir mutuellement en partant des expériences qui sont vécues. Maïmouna, il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Oui, il y a Ben Fall. Vous avez levé la main avant que Maïmouna ne conclue. Oui, Ben. On ne vous entend pas. J'ai levé la main par erreur. Excusez-moi, c'était pour écrire. OK. Donc, je vois qu'il y a quand même quelques interventions dans le chat. Il y a Judith de l'Université du Nouveau-Mexique qui nous suit. Merci. Il y a Juma Ndiaye aussi. Et puis, il y a nos collègues de la Guinée. Maïmouna, il nous reste 2 minutes. Une session très intéressante. Mais on va être Oui, donc là, je ne vous entends plus, professeur Alimatou, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oh là là. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, aujourd'hui, je suis désolée, la liaison est... Oui, nous entendons. D'accord. Ok, donc c'était juste bon pour remercier tout le monde, parce que vraiment, je trouve que la session, il y a eu beaucoup de participation et ça a permis à tout le monde de s'enrichir, y compris moi-même. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette participation. Et puis je pense que pour les prochaines sessions, on va faire comme on a eu à faire, se concerter avec professeur Alimatou pour essayer de voir quelle sera la prochaine thématique qu'on pourra vous proposer, tout en sachant que ça reste toujours, bien entendu, dans le cadre du leadership. Donc, sans plus tarder, je rends la parole à professeur Alimatou et merci encore à tous. Ce n'est pas être un leader, ce n'est pas seulement les titres, mais c'est cette capacité à pouvoir mener une équipe vers pour atteindre donc un objectif. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, qui se sont connectés, qui ont pris de leur temps. 1h30, c'est beaucoup. Nous vous remercions et nous espérons vous revoir dans 15 jours pour une autre session EcoSen, Gender Equity and Leadership. Merci à tous et à
dans 15 jours. Merci. Merci Merci, à beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.